et m'a initié à leur chant. Nodet ad astra mollis eteris via. Il n'y a pas de chemin facile de la terre aux étoiles. Chapitre 1. L'appel du destin. Paisley Fitzwilliam avait rendez-vous avec son destin. Elle serra sa lettre de convocation au creux de sa main. Elle remonta sur son épaule la vieille sacoche en peau de dragon de son père et s'éloigna de l'aérodoc. Des boucles d'un roux ardent s'échappaient de son bonnet en laine. Le vacarme des aérocoptères dans le ciel de Londres lui emplissait les oreilles. Paisley plissa les yeux et scruta le ciel hivernal, limpide. Elle avait du mal à discerner le district flottant de Greenwich en air, situé à l'ouest du soleil levant. Quand le soir venu, l'astre roi aurait achevé sa course, ce quartier suspendu de Londres planerait très haut à l'est, prêt à accueillir la nuit. Le vent froid du nord tendait ses doigts glacés vers le reste de l'empire d'Albion, mais elle ne prêtait aucune attention aux pavés luisants de givre. Il y avait plus important qu'une tamise gelée. Et pour cause, le jour qu'elle attendait depuis 13 longues années était arrivé. Elle allait enfin connaître le sort que les étoiles lui réservaient. Elle jeta un coup d'œil à sa convocation. Imprimé en noir sur un parchemin crème, le texte en vieux 7 l'invitait à rejoindre la chapelle mécaniste, où sa trajectoire lui serait révélée. Elle était aussi certaine de son avenir qu'elle était sûre que le soleil était constitué de feux de dragon et la terre de rouages d'horlogerie. Comme son père, elle deviendrait exploratrice. Elle passa devant un vendeur de journaux qui braillait à tue-tête les gros titres du King's Herald. Une comète meurtrière annonce le début de la fin. Et ce n'est pas dû à un dragon, a annoncé une scientifique. Paisley se retourna et voulut attraper un exemplaire. « Hé, ce n'est pas une bibliothèque ici, » grogna le jeune garçon. « Si vous voulez lire, il faut payer. » Paisley plongea la main dans les replis de son gros manteau en laine. Au moment où elle lui tendait une pièce, le vendeur fixa le poignet gauche de l'adolescente. La manche retroussée laissait apparaître un gros bracelet en peau de dragon. Gênée, Paisley feignit de ne voir ni ses sourcils foncés, ni le mépris avec lequel il lui rendit la monnaie. À la fin de la journée, elle ne serait plus obligée de porter pareil bijou. Le monde connaîtrait enfin son destin. Elle reprit lentement sa route en lisant le journal. Le nom de sa mère lui sauta au visage. Le professeur Violetta Fitzwilliam, physicienne céleste, première et unique femme à exercer dans le district flottant de Greenwich en l'air, aurait découvert une comète ultra rapide, la comète de Worston-Olm, baptisée du nom de son grand-père, lui aussi scientifique. Dans les jours à venir, d'étranges phénomènes devraient illuminer le ciel de notre empire glorieux et les contrées sauvages des royaumes du Nord. Le guide des mécanistes tient à rassurer les citoyens inquiets. Si les allégations de Madame Fitzwilliam sont exactes, la comète fait alors forcément partie des plans du concepteur en chef. Certains estiment néanmoins que tout est loin d'être idyllique au sein du mécanisme céleste. De plus en plus de gens craignent que cette prétendue comète ne soit autre que Malkol, le grand dragon, annoncé par la prophétie des sentinelles dragons. Étant donné la trajectoire tumultueuse du professeur, il pourrait y avoir un fond de vérité. Nos lecteurs se souviennent peut-être que Violetta Fitzwilliam est la veuve de Sir Edmund Fitzwilliam.
défunt chevalier d'Avion, protecteur du Georges et commandant de la Ligue des explorateurs. Il y a presque 4 ans, Sir Edmund a trouvé la mort lors d'une mission diplomatique menée pour le compte du Georges dans les empires de l'Est. Violetta Fitzwilliam est aussi la mère d'un garçon handicapé et d'une adolescente qui, a priori, n'aurait toujours pas reçu sa trajectoire. Ce soir, elle organise une conférence que le Hérald commentera demain. Pour ceux qui souhaitent des précisions sur la prophétie, rendez-vous à la page 8. Exaspéré, Paisley replia la feuille de chou et la fourra dans sa sacoche. Tu parles d'un grand dragon. Durant des semaines, sa mère avait mesuré le parcours de la comète, tout en suivant son trajet invisible au sein du mécanisme. L'idée qu'il pût s'agir d'un grand dragon n'avait aucune valeur scientifique. Quant à sa propre absence de trajectoire, eh bien, Paisley était en passe de régler le problème. Les cloches sonnèrent, tandis qu'elle remontait à la hâte Wormwood Street, avec son toit en coupole et ses flèches torsadées, la chapelle mécaniste surplombait la chaussée. Arrivée devant l'engrenage central de sa porte, Paisley s'arrêta et se retourna vers la rue montée. Chaque jour, des milliers d'hommes et de femmes marchaient vers leur destin d'un pas assuré. Sa respiration s'emballa. Et si la décision des étoiles n'est pas à mon goût, si le destin que je me suis imaginé me passe sous le nez? La jeune fille inspira et sentit l'air glacial emplir ses poumons. Elle resta quelques secondes en apnée, puis expira, laissant échapper un nuage de vapeur qui semblait sorti tout droit de la gueule d'un dragon. Les choses auraient été tellement plus faciles si, comme les autres, elle avait reçu ses étoiles quand elle était un bébé. Autour d'elle, tout le monde connaissait déjà sa trajectoire. En général, le destin d'une personne lui était communiqué dans sa petite enfance. Ainsi, les gens grandissaient en sachant ce qui les attendait. Paisley, non, ignorant ce que le sort lui réservait. Elle avait vécu 13 longues années de rêve et d'espoir. Elle avait échafaudé ses propres plans pour l'avenir. Des plans que le concepteur en chef n'avait pas forcément dessinés. Il était rare que quelqu'un dût attendre aussi longtemps. Mais Paisley n'était pas non plus un cas unique. Les mécanismes ne dévoilaient un destin qu'au moment où les étoiles le jugeaient opportun. Pour une raison obscure, les siennes avaient patienté plus que d'ordinaire. Un frisson de doute l'envahit. Elle lâcha la poignée de porte et se mordit à la lèvre. Et si le concepteur en chef lui réservait quelque chose dont elle n'avait pas envie? Voilà pourquoi elle n'avait parlé de sa convocation ni à sa mère, ni à son jeune frère, Dax. Elle pourrait toujours rentrer à la maison, ni vue ni connue. Prête à rebrousser chemin, elle recula d'un pas, puis s'arrêta, les yeux rivés sur sa convocation. Elle sortit le petit disque en cuivre de l'enveloppe, et pour l'énième fois, on caressa les sillons. Autant de petites lignes et d'encoches qui scellaient son destin. Elle serra le disque entre ses doigts et, bien déterminée à affronter son avenir, poussa la porte de la chapelle. Ses bottines cliquetèrent sur le sol en pierre. Des colonnes de rouage montaient vers un plafond noir d'encre. La voûte luisait de 1000 étoiles factices. Chacune représentait une étoile réelle et reproduisait sa position dans les cieux. Paisley se concentra sur une petite étoile brillante, et au fond d'elle naquit une lueur d'espoir. Peut-être qu'après tout, ces étoiles à elle seraient en adéquation avec son désir profond. Une représentation du jugement dernier trônait au-dessus de l'estrade. Paisley s'était souvent assis sur un banc à observer ce tableau chatoyant, tandis que le prêtre mécaniste déclamait un chapitre des plans directeurs.
Enseignement du concepteur en chef. Le jugement dernier racontait deux histoires. L'une expliquait comment le concepteur en chef avait créé les méandres dorés des trajectoires du mécanisme céleste à partir du souffle des grands dragons, dont le feu puissant étincelait sous les étoiles fictives de la chapelle. Ce mythe-là, Paisley l'avait souvent entendu, revisionné à la lecture. Ce mythe-là, Paisley l'avait souvent entendu, revisité à la lecture des enseignements. La manière dont la laine des dragons avait donné naissance au soleil, à la lumière et ensuite l'idée du concepteur en chef d'inverser la nuit afin que les étoiles quittent les humains. La seconde histoire narrait le triste sort des grands dragons, leur châtiment pour être détournés du concepteur en chef et avoir tracé leur propre voie sur terre. Une image vibrante du premier George affrontant le grand dragon, Hildordom, le premier à avoir été banni. George y brandissait son épée, Ascalon. Selon la légende, l'arme avait été fabriquée exprès pour lui, afin qu'il accomplisse son destin et débarrasse tout le monde des grands dragons. Paisley avait souvent eu le sentiment que les grands dragons auraient dû connaître un sort différent. Ils n'avaient pas mérité de mourir pour avoir voulu vivre à leur guise. L'adolescente, elle, avait passé 13 ans à agir comme elle l'entendait, à la perspective de ne bientôt plus avoir aucun pouvoir de décision. Elle se demanda s'il n'était pas préférable de rester sans trajectoire définie. Les plans directeurs indiquaient néanmoins que tout le monde avait une trajectoire à suivre, et il était grand temps que Paisley se vit attribuer la sienne. La machine attendait sur l'estrade. Son poignet gauche la démangea d'impatience. Comme la plupart des engins mécanistes, cette schématique était d'une élégance irréprochable. La fente supérieure mesurait exactement la taille du disque en cuivre. Quant au trou circulaire de la face avant, il accueillerait sa main au millimètre près. Paisley sentit sa poitrine se soulever. Le moment fatidique était arrivé. Les rouages du destin avaient déjà tourné et elle était sur le point d'apprendre à quoi sa trajectoire ressemblait. L'excitation l'emporta sur l'appréhension. Paisley retint son souffle et entra sa main gauche dans la machine. De l'autre, elle inséra le disque par la fente. Au début, rien ne se passa. Puis le mécanisme se referma sur son avant-bras, lui coinçant la main et le poignet à l'intérieur. Sa respiration s'accéléra. Paisley sentit la chaleur envahir son corps. Son poignet la brûla. Elle se mordit la lèvre. Des larmes roulèrent sur ses joues. Heureusement, la douleur s'estompa vite. La schématique se rouvrit et la jeune fille put ressortir timidement la main. Elle leva son bras à la lumière et étudia les petites étoiles dorées apparues sur sa peau. Elle sourit. Enfin, elle avait une trajectoire. Elle n'était plus différente des autres citoyens. Ces étoiles avaient néanmoins une particularité étrange. Sur tous les motifs qu'elle avait pu observer, les pointes dorées formaient un cercle. Ces étoiles à elle étaient réparties sur un seul demi-cercle, comme s'il manquait l'autre moitié. Un long parchemin sortit du bas de la machine. L'identité de Paisley y était imprimée en vieux sel. Sous son nom figurait un dessin identique aux étoiles fraîchement tatouées sur son poignet. Paisley déchiffra une série de symboles et d'explications détaillées. Malgré la disposition bizarre des étoiles, elle afficha un grand sourire rassuré, car tout ce qu'elle disait à son sujet sonnait juste. Ces étoiles indiquaient qu'elle était courageuse et loyale, qu'elle défendait toujours la vérité et qu'elle se battait pour ses droits, ainsi que ceux des autres. Elle faisait passer les besoins de ses semblables avant ses intérêts personnels et négligeait trop souvent ses propres envies. Arrivée au dernier paragraphe, Paisley s'arrêta soudain, la bouche sèche. Elle lut les lignes une fois, deux fois, trois fois.
Le souffle court. Elle sentit les battements de son cœur résonner contre ses tempes. Une peur panique la saisit. Vous serez courageuse. Vous ferez de votre mieux. Il faudra que vous partiez loin, mais vous n'aurez pas longtemps à voyager. Vous subirez des pertes terribles. Vos étoiles disent que vous échouerez. Vos étoiles disent, Bessie fils William, qu'avant la fin de votre 14e année, vos rouages cesseront de fonctionner, que votre trajectoire s'interrompra. Vous mourrez. L'histoire du premier chapitre s'achève. J'espère que cela vous a plu comme lecture, avec un mode de lecture différent de d'habitude, puisque je ne tourne pas dans le même endroit, ni en vue plan aérien. Je trouve cette fibre optique vraiment agréable visuellement. Et dès que mon projecteur remarchera, ou que je l'échangerai, je ferai une lecture avec prochainement. Je vous souhaite à tous une belle fin de vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.